Bon, ce que je vais vous dire là vous paraîtra peut-être excessif, mais allez, je vous le dis quand même, rares, très rares sont les tableaux ayant suscité autant de discussions que les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Et vraiment, quand je dis ça, je n'exagère pas. Depuis 4 siècles, des érudits, des admirateurs, des artistes, des curieux, des ésotéristes, des pseudo-interprètes retournent ce tableau dans tous les sens pour tenter d'en dévoiler le mystère et d'en percer les secrets. Vous l'aurez compris, ce tableau, c'est un peu le rêve de tous les interprètes qui s'en donnent à cœur joie. Parce qu'on a tout vu dans cette œuvre, ou plutôt on a cru tout voir. Une scène biblique, une allégorie de la mort, une méditation sur l'art, mais aussi des indices aux plus grands secrets de l'Occident qui enflamment encore les esprits. Oui, on a cru que ce tableau recouvrait le secret de la pierre philosophale des alchimistes, le mystérieux trésor des cathares ou encore l'insaisissable trésor des Templiers. Bref, nous, on a la lourde tâche aujourd'hui d'essayer de débroussailler tout ça, alors trêve de bavardage, l'heure est venue, je crois, de plonger dans les bergers d'Arcadie. Et in Arcadia ego, c'est la phrase qu'on peut lire sur cet énorme bloc de pierre en plein milieu du tableau. À ceux qui ont comme moi perdu leur latin, elle signifie littéralement, même en Arcadie, je suis. On reviendra plus tard sur les problèmes que pose cette phrase, mais pour l'instant arrêtons-nous sur un autre mot important pour la suite, Arcadie. L'Arcadie, eh bien, ça existe vraiment. C'est le nom d'une région montagneuse du Péloponnèse en Grèce, assez rude et sauvage, pas spécialement accueillante, et pourtant, à l'époque de Nicolas Poussin, l'Arcadie est littéralement envisagée comme un paradis. Un lieu idéal où l'homme vivrait une vie simple, heureuse, un bonheur pur et parfait en harmonie avec la nature. Et vous vous en doutez bien, cette image idéalisée de l'Arcadie, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été chantée il y a des siècles par celui qu'on surnomme le cygne de Mantoue, j'ai nommé Virgile. C'est sous sa plume que la véritable Arcadie s'élève pour devenir un territoire mythifié. Dans ses bucoliques, Virgile imagine de beaux et jeunes bergers vivant au milieu de la nature une existence insouciante faite d'amour, de chant et de musique. Mais déjà chez Virgile, il y a quelque chose qui doit retenir notre attention. Même dans son Arcadie, dans ce paradis pastoral, Virgile convoque la mort qui vient chambouler l'idylle. On y reviendra, mais c'est important, parce que dès les origines, la littérature associe déjà ces deux idées qui semblent pourtant antinomiques et qu'on va retrouver, l'Arcadie et la mort. Bon, après Virgile, il faudra ensuite attendre la Renaissance pour que ce vieux rêve de l'Arcadie ressurgisse avec le livre de Jacopo Sannazaro en 1502. Si je vous parle de ce livre, eh bien c'est parce qu'il a eu un succès absolument phénoménal à l'époque en Italie et dans toute l'Europe. Dedans, le héros quitte sa terre natale, Naples, pour fuir une déconvenue amoureuse et deviner où il va, en Arcadie. Comme pour oublier le monde réel et suivre la vie simple des bergers. Il profite des fêtes le soir, à la lueur des étoiles, compose des poèmes, joue de la musique, bref, il vit de cette existence heureuse que l'Arcadie promet depuis Virgile. Mais là encore, la mort rattrape le fuyard et déchire l'illusion du bonheur pastoral, car le héros apprend en rêve que sa bien-aimée est morte. Alors, comme foudroyé par l'idée qu'au final même l'Arcadie n'est pas sûre face à la mort, il rentre à Naples. Vous l'aurez compris, à la Renaissance, l'Arcadie c'est un monde paradisiaque assez complexe en vérité, un monde désiré où l'on aimerait croire que le temps, la souffrance et la mort n'existent pas, mais même là-bas, ces inlassables spectres nous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'est donc le terreau dans lequel notre peintre du jour Nicolas Poussin va planter son tableau Et in Arcadia ego. Un aphorisme qu'on pourrait s'attendre du coup à trouver soit chez Virgile, soit chez Sannazaro, et pourtant, elle ne figure chez aucun des deux. Mais alors, d'où vient-elle, cette expression ? En réalité, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que cette expression ne nous vient ni de l'Antiquité, ni de Nicolas Poussin lui-même. L'aphorisme est vraisemblablement né quelque part dans les milieux lettrés et humanistes de la Renaissance, mais son origine précise reste incertaine. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Nicolas Poussin n'est pas le premier peintre à faire apparaître ces mots sur un tableau. Le premier, c'est celui qu'on appelle le Guerchin. Le Guerchin peint son Et in Arcadia ego à Rome entre 1618 et 1623. On y voit deux bergers qui, on le sait maintenant, représentent l'Arcadie, et ils sont plongés dans une méditation quasi religieuse, observant une tête de mort posée sur une sorte de tertre où est inscrite notre fameuse phrase « Et in Arcadia ego ». Le ciel est orageux, on voit une mouche se balader là, sur la surface du crâne, flanquée d'une souris, bref, tout dans cette toile converge vers une seule et même idée, le temps passe implacablement, et la mort est la seule issue. On reconnaît à cette joyeuse perspective un memento mori, un rappel brutal dans la vie légère de ces bergers, souviens-toi de la mort.
Bon, ça, c'était donc le tableau du Guerchin, et ça, c'est la première version des Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, peinte une dizaine d'années plus tard, vers 1630. Je pense que ça vous saute aux yeux aussi, la parenté entre les deux œuvres est indéniable. Le paysage est toujours sombre, trois bergers, cette fois, découvrent stupéfaits cette tombe, et là encore, notre inscription apparaît sur le tombeau. Comme chez le Guerchin, on sent encore une forme d'urgence, une macabre invitation à se souvenir que tout, y compris la beauté et le plaisir, peut être incarné par cette femme dénudée et vouée à disparaître. Et puis arrive notre tableau du jour, la deuxième version de Nicolas Poussin, peinte vers 1640. Et là, la différence est énorme. Au point que je me dis presque parfois que ce n'est pas le même artiste qui a peint les deux œuvres. Mais bon, après tout, 10 ans ont passé entre les deux, et en 10 ans, un être humain, comme vous, comme moi, ça change. La composition est méconnaissable, le paysage est plus harmonieux, la lumière plus douce, les couleurs plus claires. Nos bergers sont 4 désormais et ont l'air plus curieux qu'inquiets comparé à la première version. Et dans ce paysage avec des bergers idéalisés, nous avons là cette énorme masse rocheuse, ce gros bloc imposant posé là en plein milieu, une tombe échouée tombée de nulle part en plein sur la vie. Et sur cette stèle, les bergers s'essayent, comme nous, dans une mise en abîme géniale, à déchiffrer le sens de cette mystérieuse phrase « Et in Arcadia ego ». Mais alors, ça veut dire quoi? Littéralement, on l'a vu ensemble, ça donne « Même en Arcadie, je suis ». Et une bonne partie de l'énigme réside dans cette question, qui est ce je? Qui parle dans la phrase? Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans notre tableau, on n'a plus de ce morbide crâne qui trônait dans les versions précédentes. Et en fait, c'est bien l'éviction de la tête de mort par Poussin qui a sonné le début des festivités interprétatives. Pourquoi, me direz-vous, en quoi ce crâne est-il si important après tout? Avec le Guerchin et la première version de Poussin, quelle aubaine, on a notre réponse. Le jeu, c'est ce crâne. Moi, la mort, je suis aussi en Arcadie. En gros, grâce au crâne, on est presque certain que c'est la mort qui parle dans la phrase. Le crâne devient alors un rappel, voire une menace. Méfiez-vous, mortels, derrière la beauté, derrière le bonheur, derrière les plaisirs de l'existence, il y a toujours la mort. Mais qu'en est-il alors de la version qui nous intéresse? Parce que là, on ne l'a plus, ce crâne. Eh bien, certains continuent malgré tout à voir dans cette scène un memento mori. Et ça paraît logique en réalité. Après tout, le sujet est le même, l'inscription est la même, le tombeau est toujours là, et puis les deux autres tableaux corroborent cette hypothèse. On pourrait donc raisonnablement penser que le sens n'a pas changé non plus. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple que ça. L'historien de l'art Erwin Panofsky pense que l'hypothèse selon laquelle c'est la mort qui parle convient effectivement au tableau du Guerchin et à la première version de Nicolas Poussin. Mais la deuxième version, elle, a un sens différent selon lui. Pour Panofsky et pour d'autres, le « je », ce n'est plus le crâne qui parle, c'est la personne enterrée. Et ça, ça change tout, parce que dans ce cas, ça implique de comprendre la phrase au passé. Et ça donne ceci: « Moi aussi, j'ai vécu en Arcadie, moi aussi, je fus berger en Arcadie. Autrement dit, maintenant qu'on sait ce que représente l'Arcadie, moi aussi, j'ai éprouvé les délices de la vie sur Terre, moi aussi, j'y ai joui et aimé. » L'hypothèse là aussi est solide, et ce pour 3 raisons au moins. D'abord parce que la phrase latine ne comporte tout simplement pas de verbe, ce qui signifie donc qu'on n'a pas d'indication précise du temps, et ça c'est pas pour nous faciliter la tâche. Ensuite, parce que selon la tradition des monuments funéraires de l'Antiquité, c'est le défunt qui parle au vivant depuis sa tombe à travers l'épitaphe. Et enfin, dernière raison, non seulement dans l'œuvre de Sannazaro que Poussin devait probablement connaître, il est question d'un tombeau où repose une bien-aimée en Arcadie avec exactement ce même genre d'épitaphe, mais aussi chez Virgile, où des bergers pleurent la mort de leur compère et lui érigent une sépulture avec cette épitaphe: « Je suis ce Daphnis connu dans les forêts et jusqu'aux astres, berger d'un beau troupeau, moins beau que le berger. » Bon, je ne veux pas vous perdre, alors s'il fallait résumer ce débat, on voit en fait 2 lectures s'affronter. D'un côté, la mort nous adresse une menace, de l'autre, c'est la mélancolie qui l'emporte, puisque l'enterré évoque le souvenir d'un bonheur révolu. Et vous voyez que ce n'est plus du tout la même histoire. D'un côté, discours de la mort, de l'autre, discours du mort. Mais alors, à ce stade, la question légitime qu'on pourrait adresser à Nicolas Poussin, c'est pourquoi, cher monsieur, avoir laissé cette inscription « Et in Arcadia ego » si ambiguë? Il aurait pu avoir plus de pitié pour la postérité et écrire quelque chose de clair. Et comme si ça ne suffisait pas, William Marx a fait remarquer que les corps des bergers viennent en partie masquer l'inscription, comme si Poussin avait volontairement tronqué la phrase.
Et au-delà même de l'aphorisme en réalité, on a beaucoup d'autres éléments qui demeurent sans réponse définitive dans ce tableau, notamment l'identité de cette femme qui semble selon beaucoup d'auteurs étrangère au groupe des bergers, ou encore le fait que ce berger signe ne désigne pas l'inscription, mais plutôt l'ombre de son compère. Bref, ce sont toutes ces raisons accumulées, empilées, juxtaposées qui ont amené certains, plus tard, à se demander si Nicolas Poussin n'avait pas voulu nous cacher quelque chose dans ce tableau. Au XVIIe siècle, ce tableau gagne très vite une belle réputation à Rome d'abord, en France ensuite, une réputation telle que Louis XIV lui-même finit par acheter le tableau en 1685. Le tableau est installé à Versailles, mais dans un espace privé, réservé à quelques privilégiés. Étrangement, moins on peut effectivement voir le tableau et plus il devient célèbre. En fait, sa réputation gonfle via des copies par des ouï-dire, des rumeurs et des racontars. Tenez, par exemple, écoutez Diderot qui parle du tableau en 1758 et surtout constatez l'écart entre ce qu'il dit et ce qu'on a là sous les yeux. Il y a un paysage du Poussin où l'on voit de jeunes bergères qui dansent au son du chalumeau et à l'écart un tombeau avec cette inscription « Je vivais aussi dans la délicieuse Arcadie ». Bon, en tout cas, c'est dans ce contexte que le mystère des bergers d'Arcadie s'installe peu à peu. On commence à questionner l'isolement du tableau, gardé jalousement couvé comme un trésor par Louis XIV dans son refuge versaillais. Et ces interrogations ne viennent pas de nulle part, vous vous en doutez. Une vingtaine d'années avant son acquisition par Louis XIV, l'abbé Louis Fouquet écrit une lettre en 1656 à son frère Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances. Et dans cette lettre, Louis Fouquet évoque une mystérieuse discussion avec Nicolas Poussin. Il lui parle de certaines choses que le peintre lui aurait révélées, des choses qui pourraient procurer à son frère des avantages que les rois auraient grand-peine à tirer de lui et qu'après lui peut-être personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles à venir. Alors forcément, un secret que même les rois auraient du mal à obtenir de Poussin, un secret que personne ne pourrait retrouver après sa mort, vous imaginez bien le boulevard que cette lettre ouvre à l'imagination. C'est vers le XXe siècle que certains auteurs vont faire le rapprochement entre la lettre de Fouquet et notre tableau du jour, donnant naissance à l'une des plus célèbres légendes de l'histoire de l'art. Ce qu'on retient de la lettre de Fouquet, c'est que Poussin détiendrait un secret, qu'il serait le dépositaire d'un mystérieux trésor. Et devinez quoi, les bergers d'Arcadie en seraient peut-être la clé. On a cru voir dans le paysage aride de Nicolas Poussin, non pas l'Arcadie, mais la colline d'un petit village de l'Aude déjà riche en légendes et traditions locales, Rennes-le-Château. Sur la région planent déjà depuis longtemps des légendes de trésors enfouis, dont un hypothétique trésor wisigoth remontant au VIe siècle, le trésor de Cathare ou même le trésor des Templiers, bref, vous voyez le topo. À la fin du XIXe siècle, un personnage va devenir le centre de toutes ces histoires, l'abbé Béranger Saunière. Saunière arrive à Rennes-le-Château en 1885 et lui, il croit dur comme fer aux légendes locales selon lesquelles un trésor serait caché là, tout près. Il décide d'entreprendre des travaux pour rénover la vétuste église Sainte-Marie-Madeleine et à partir de là, l'histoire va être difficile à démêler de la légende. Comme le rapportent des récits ultérieurs, au cours de ces travaux, Saunière aurait trouvé de mystérieux parchemins dans l'église. Des parchemins étranges, cryptiques, qui contiendraient un message caché. Saunière serait alors parti à Paris pour les faire examiner par des spécialistes. Et là, si vous vous dites qu'on s'éloigne un peu du tableau, rassurez-vous, car là où l'histoire nous intéresse, nous en particulier, c'est que notre Béranger Saunière ne revient pas les mains vides de Paris. Il aurait rapporté avec lui une reproduction des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, comme pour l'aiguiller dans ses recherches, comme si le tableau était la clé de tout. À la mort de Saunière, les rumeurs autour de sa fortune et de ses dépenses faramineuses commencent à circuler, alimentant l'idée qu'il aurait trouvé un fabuleux trésor, voire la pierre philosophale des alchimistes qui transmute le plomb en or. Aujourd'hui, pour expliquer cette mystérieuse fortune, les historiens évoquent plus pragmatiquement des dons de riches mécènes ainsi que la mise en place par Saunière de tout un système de trafic de messes. Bref, c'est sûr, ça fait moins rêver. Dans les années 50, le mythe est tenace, mais il va prendre une ampleur nationale dans les années 60 avec l'apparition du livre L'or de Rennes de Gérard de Sède. On y retrouve les fameux parchemins, souvenez-vous, découverts par Saunière, sauf qu'en fait, ils ont été identifiés comme des faux fabriqués de toutes pièces par un mythomane émérite nommé Pierre Plantard. Mais avant que la supercherie soit mise au jour, dans les années 80, des auteurs anglais tombent dans le panneau et consacrent plusieurs documentaires à Rennes-le-Château, pour la BBC quand même, et surtout ils publient leur ouvrage L'énigme sacrée en 1982, et là on part très très loin.
Parce que les auteurs ne se contentent plus de dire qu'un trésor aurait pu être caché à Rennes-le-Château, non. Ils commencent à relier entre eux les Templiers, le trésor des Cathares, les Mérovingiens, Marie-Madeleine et surtout, là encore, le tableau de Nicolas Poussin. Et ils vont s'intéresser de très très près à notre phrase « Et in Arcadia ego ». Pour eux, cette inscription cacherait en fait un message, une anagramme. « Et in Arcadia ego » devient pour eux « I tego arcana dei », c'est-à-dire « Va, je possède les secrets de Dieu » ou encore « Jesu arcam dei tango », traduction « Je touche le tombeau de Dieu Jésus ». Bon, vous voyez un peu où nous sommes arrivés. Le tombeau du tableau ne serait plus simplement le tombeau symbolique d'un mort en Arcadie, mais pourrait indiquer l'emplacement d'un véritable tombeau, et pas n'importe lequel, le tombeau du Christ. Un Christ qui, selon cette théorie, n'aurait d'ailleurs pas été mort sur la croix. Les bergers deviendraient alors les gardiens de ce tombeau, et la femme du tableau ne serait autre que Marie-Madeleine, qu'ils croient être l'épouse du Christ. Autrement dit, pour eux, Nicolas Poussin aurait laissé dans son tableau la clé d'un incroyable secret vieux de 2000 ans. Bon, on pourrait continuer longtemps à explorer toutes les théories liées aux bergers d'Arcadie, parce qu'il y en a encore beaucoup, j'en ai laissé de côté, mais je crois qu'on en a assez vu. Ceci dit, à force de chercher le secret caché derrière les bergers d'Arcadie, le tableau lui-même a fini par devenir une gigantesque énigme, dont chaque détail serait une pièce du puzzle, chaque élément un indice géographique ou un code à déchiffrer. Mais le problème, pour nous, et vous l'avez peut-être remarqué je pense, c'est qu'à prendre ce chemin, constater comme on s'est en vérité éloigné de ce qui nous intéresse vraiment, nous, aujourd'hui sur cette chaîne, le tableau. En fait, c'est simple, à partir ainsi en quête d'un trésor dont le tableau abriterait la clé, on en oublierait presque que le tableau est digne d'intérêt. Je sais pas vous, mais moi j'ai peine à croire qu'un artiste du XVIIe siècle, travaillant selon une commande, s'amuse de la sorte à disséminer des messages codés dans son œuvre. Qui plus est, un artiste comme Nicolas Poussin, qui disait notamment comme en réponse à toutes ces théories, de s'en remettre à la raison, laquelle nous astreint à ne pas passer outre certaines bornes, à observer avec intelligence et considération. Or là, à lui demander de nous livrer le Saint Graal, on fait des bergers d'Arcadie quelque chose qui excède sans aucun doute les intentions de l'artiste. Mais toute cette épopée interprétative a eu le mérite de mettre en évidence une chose, notre appétit pour le mystère, notre dilection pour les énigmes et les secrets à révéler. Ce que je trouve fascinant, moi, c'est pas toutes les théories qui gravitent autour du tableau, c'est plutôt notre irrépressible envie qu'il cache quelque chose. Comme si une grande œuvre devait forcément masquer quelque chose de plus qu'elle-même pour être vraiment grande ou pour justifier sa grandeur. Comme si le sourire de la Joconde dissimulait quelque chose de plus précieux que son sourire même. Après tout, à part Nicolas Poussin, on ne saura jamais vraiment le sens des bergers d'Arcadie, et comme dit William Marx, on ne peut que prendre en compte ce qu'il y a là, devant nous. Et justement, il y a quelque chose que nous avons très peu regardé jusqu'ici et que j'ai mentionné en passant, cette femme au milieu des bergers, et cette ombre que désigne un des pâtres. Beaucoup d'experts ont remarqué que cette femme détonne un peu de ses trois compères. Elle est la seule qui se tient droite, une main sur la hanche, l'autre sur l'épaule de son compagnon. Elle semble d'un calme presque omniscient. Mais alors, qui peut-elle bien être ? Dans sa perfection, certains voient en elle une nymphe. Claude Lévi-Strauss y voyait plutôt une personnification du destin, voire de la mort, qui aurait en fait remplacé le crâne présent dans la précédente version de Poussin. Mais l'interprétation que je préfère, je crois, c'est celle d'Elisabeth Cropper, pour qui cette femme serait peut-être une incarnation de la peinture. Et elle ferait alors pendant au geste de ce berger-là, qui de son doigt suit l'ombre de son compagnon sur la pierre. Ce geste est en vérité très important, car elle pourrait être une référence à une histoire racontée par Pline l'Ancien sur l'origine du dessin et de la peinture. Selon lui, une jeune fille amoureuse d'un jeune homme qui part à la guerre aurait tracé sur le mur le contour de son ombre avec un morceau de charbon pour garder un souvenir de lui après son départ, pour surmonter la perte. Bref, selon cette tradition, ce simple geste symbolise la naissance du dessin, de la peinture, de l'art. Dans l'Égypte antique déjà, les artistes couvraient les chambres funéraires d'images, les sculpteurs taillaient une effigie des pharaons, le tout dans un seul but, maintenir en vie, garder le défunt vivant par l'image, bref, cette idée que représenter, c'est en fait éterniser. Et si, après tout, les bergers d'Arcadie étaient en train de découvrir le fameux trésor que tant d'autres ont cherché derrière ce tableau ? Ce trésor, c'est l'art. Un trésor qui a le pouvoir de contester l'empire de la mort, comme si Poussin, avec ce tableau, répondait 10 ans plus tard à sa première version,
où la mort s'imposait implacablement. Et c'est peut-être là l'un des sens possibles des bergers d'Arcadie. Se rappelle que si la mort finit toujours par avoir le dernier mot sur les hommes, eh bien jamais elle ne l'a sur leurs œuvres. Et in Arcadia ego, oui, la mort existe, même en Arcadie, mais l'art aussi.